développement du journal. Les pièces des 4 nouveaux ministres ayant intégré le cabinet ont déjà été transmises au Sénat. Elles seront examinées rapidement, a fait savoir le vice-président du Grand Corps, Pierre-François Sildor, promettant que le rapport de la commission spéciale chargée de les analyser et dont il est membre sera prêt d'ici ce week-end. Le sénateur du Sud dit par ailleurs n'avoir aucun problème avec le maintien du ministre de la Justice, Jean-Roudi Ali, au sein du nouveau cabinet ministériel, indiquant que la majorité dont il fait partie est prête à écouter et analyser la déclaration de politique générale de Jean-Michel Lapin. Le sénateur de l'opposition radicale Evalière Beauplan dénonce le refus du président Jovenel Moïse d'entendre raison, réagissant à la composition du nouveau cabinet ministériel qu'il assimile à une nouvelle provocation du chef de l'État. L'élu du Nord-Ouest, qui dément toute volonté de bloquer l'exécutif, réitère la détermination du groupe des 4 à poursuivre la bataille pour, je cite, faire respecter les exigences constitutionnelles sans toutefois dire si lui et ses collègues comptent bloquer à nouveau la séance de ratification. L'ambassade américaine en Haïti à travers l'USAID a procédé ce jeudi au lancement officiel d'un nouveau programme baptisé Haïti Investi qui vise à favoriser l'accès au crédit et aux capitaux aux entreprises haïtiennes. Pour y parvenir, Haïti Investi aura créé une plateforme permettant de mobiliser des fonds d'investissement pour les secteurs porteurs en Haïti. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel El Rancho en présence notamment du gouverneur de la Banque centrale Jean-Baden Dubois et plusieurs membres du secteur privé haïtien. Écoutez en ce sens les précisions de l'ambassadrice américaine Michelle Season au micro de Diego Charles. Selon bon nombre de membres du secteur privé en Haïti, l'accès au financement, l'accès au crédit est l'un des obstacles majeurs à la croissance et au démarrage d'une entreprise. En effet, dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale sur le climat des affaires, Haïti occupe le 178e rang sur 190 pays dans la catégorie l'accès au crédit. Alors, la nouvelle plateforme Haïti Invest de l'USAID attaquera au défi de l'accès au crédit et va libérer le pouvoir du capital privé à générer une croissance inclusive. Le projet Haïti Invest constitue la prochaine phase d'appui de l'USAID à l'expansion des PME. Ce mécanisme novateur dirigé par le secteur privé engagera les acteurs locaux, les acteurs haïtiens et la diaspora haïtienne pour former un groupe, comme vous avez entendu, de conseillers en transaction advisors, parmi les Haïtiens et la diaspora et mobiliser des capitaux pour soutenir les investissements, la création d'emplois et la croissance économique inclusive. Les investisseurs privés et les entreprises recherchent de plus en plus de nouveaux débouchés sur les marchés émergents. Cependant, ces investisseurs font souvent face à des coûts de transaction très élevés et manquent des informations dont ils ont besoin. Alors, notre nouveau projet, Haïti Invest, s'attaquera à ces défis et va faciliter la collaboration entre l'USAID et la communauté des investisseurs, en réduisant les obstacles pour les investisseurs et en canalisant les capitaux privés vers les secteurs clés afin d'obtenir des meilleurs résultats de développement.
Les secteurs ciblés à travers le projet Haïti Investi sont l'agriculture, le tourisme, les manufactures et le logement, a dit de son côté le gouverneur de la Banque centrale Jean Baden Dubois qui se réjouit d'une telle initiative. Il fait remarquer qu'Haïti Investi revêt une importance capitale pour le pays dans la mesure où il favorisera la croissance économique. Jean Baden Dubois, toujours au micro de Diego Charles. C'est avec un immense plaisir que la Banque de la République d'Haïti se joint à l'USAID pour le lancement du projet Haïti Invest. Le conseil d'administration de la BRH tient à vous exprimer ses félicitations pour avoir pris l'initiative d'un projet aussi ambitieux. L'USAID peut s'enorgueillir d'avoir trouvé un mécanisme permettant de mobiliser du capital privé pour stimuler la création de richesses et d'emplois dans le pays. Rappelons à juste titre que les secteurs ciblés par ce programme sont l'agriculture, le logement, le tourisme. Je vois aussi, je salue la ministre du Tourisme qui est avec nous ce matin, et la manufacture. Ce projet revêt une importance hautement significative pour la BRH, d'une part, du fait de sa portée génératrice de croissance, et d'autre part, du fait de sa potentialité à créer de nouveaux paradigmes dans le paysage financier et économique d'Haïti. Le projet Haïti Invest tombe vraiment à prénommer et s'aligne à la vision de la BRH qui est aussi de favoriser l'investissement en Haïti dans des secteurs porteurs pour la création de richesses. L'apport de capitaux étrangers est plus que nécessaire pour la matérialisation de cette vision pour croissance. Et la diaspora haïtienne est bien placée pour nous le rappeler. Maintenant, nous devons identifier d'autres sources de financement. Le projet Haïti Invest va dans cette direction, en ayant pour objectif l'identification des capitaux, la promotion et la facilitation des investissements privés dans les petites et moyennes entreprises haïtiennes. Le PDG du groupe Croissance, l'économiste Kessner Farrell, qui était invité à présenter une radiographie de la situation économique du pays, s'est lui aussi réjoui d'une telle initiative. Il a insisté sur la nécessité pour tous les acteurs concernés de remplir leur part de responsabilité en vue de favoriser la réussite de ce projet. Ces déclarations. Si le financement est important, c'est comme le sang pour le corps humain. Ce serait comme la gasoline pour le véhicule. Mais si la machine, l'écosystème n'est pas en place, ce sera extrêmement difficile de bénéficier. Et là, lorsque je prends le cas d'Haïti, le dernier rapport de la compétitivité mondiale, vous allez voir Haïti est classé en 36e position. Et toutes les contraintes, tous les goulots d'étranglement, on pourrait commencer d'abord avec le système financier haïtien, qui se retrouve en 33e position. Et si je regarde le cas de la Jamaïque, regardez le système financier de la Jamaïque, c'est un système financier extrêmement intéressant, parmi les 50 au niveau mondial. D'ailleurs, l'année dernière, on avait classé la Jamaïque comme meilleur système financier en termes de gestion. Et si je regarde la République dominicaine, ce n'est pas tout à fait différent. Mais il n'y a pas que le système financier, mes amis. Quand il faudra que l'on puisse agir sur les institutions du pays, il faut que nous puissions avoir les infrastructures. Il faut que nous puissions également, aujourd'hui c'est la numérisation, c'est l'économie numérique. Donc si on veut avoir des petites et moyennes entreprises sans le numérique, ce sera extrêmement difficile de faire la compétition avec les firmes d'à côté. Et nous allons avoir les compétences techniques. Lorsqu'on parle de productivité, de compétitivité, on peut mettre l'argent, mais si on n'arrive pas à être productif dans la gestion, ça posera des problèmes en quelque sorte. Il y a tout un débat dans le pays le 18 mai sur une affaire de monopole, une affaire de on ne paie pas les impôts. Mais si vous regardez exactement le marché de produits, le product market, si vous regardez le labor market, vous regardez le système financier et vous regardez la taille du marché, et bien même si Haïti Invest apporterait l'argent, même si OPIC apporterait l'argent, tant qu'on n'aura pas mis de l'ordre au niveau de l'ensemble de l'écosystème, il sera extrêmement difficile de pouvoir dégager des fonds. On va en perdre. Donc c'est bien d'avoir Haïti Invest.
bienvenue. C'est bien d'avoir au pic. Mais mes amis, que ce soit les leaders politiques, facile à critiquer, pas vrai? Les leaders économiques qui ne prennent pas leurs responsabilités non plus. Facile à jouer la carte de Twitter aujourd'hui. Mais prenez vos responsabilités. Il faut qu'il y ait des lois. La loi antitrust au niveau du Parlement qui n'arrive pas à passer. Comme annoncé, les victimes du déguerpissement de Pèlerin 5 ont organisé ce jeudi un sitting devant les locaux de l'entreprise publique de promotion de logements sociaux, EPPLS, en vue de continuer de réclamer justice et réparation. Ces familles dont les maisons ont été démolies en juillet 2018 ont dénoncé l'attitude du directeur général de l'EPPLS, Yvon Buisseret, qui, selon elle, cherche à semer la division au sein du collectif des victimes. Leur avocat, maître Mario Joseph, était présent à ce sitting. Organiser ce sitting ça, nous continuons à demander justice et réparation pour les victimes. Et c'est dans ce sens ça, je dis à nous venons pour répondre. Yvon Buisseret, nous croyons qu'il fait une menace contre nous et qui dit monde, organisation qui a pour faire sitting non, il y a peut-être instabilité dans le pays. Nous-mêmes nous disons, Yvon Buisseret, c'est le gouvernement PHTK qui a financé bandits, qui a baillé bandits SAM. Nous-mêmes, ces revendications, nous connaissons. C'est appui dans le bail. Nous Pèlerin, c'est droit logement à défendre. C'est dans ce sens, nous là aujourd'hui, nous continuons à demander justice et réparation. Nous disons que Pèlerin pas pourquoi, parce que nous-mêmes acteurs politiques, dirigeants politiques, nous n'avons pas accompagné dans toutes les revendications parce que nous sommes en affaire avec le gouvernement qui là, c'est sous corruption, c'est sous blanchiment d'argent et autres. C'est ça que nous-mêmes nous prenons la RIA, nous devons PPLS, nous disons nous avons une solidarité avec eux. Ça que fait Biscuit a fait, si marché l'a fait là, c'est parce que nous faisons action devant la Commission interaméricaine des droits humains. Procédure là, il faut que vous ne voyez pas. Ça nous dit qu'il faut que l'État, via le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Justice. Le dossier arrivé devant eux, il y a une allégation. Pour les gens qui ont rangé, pour vous dire Commission, il y a des bons bagages. Des accusations rejetées par le directeur général de l'EPPLS, Yvon Buisseret, qui informe avoir déjà entrepris les démarches visant à réparer les maisons démolies à Pèlerin 5. Suivez. Le président de la République, son excellence Jovenel Moïse, te font visite dans Pèlerin 5, zone côté Kaimounio, te gen problème non, et m'te accompagné nous, et depuis là, on te prend décision pour nous reconstruire Kaimounio, craser et puis réhabiliter, ça mérite réhabiliter. Depuis là, nous prenons toute équipe PPLS dans le travail, rencontre avec nous, nous faisons plusieurs rencontres avec eux, et puis tout le bagage à préparer déjà pour démarrer le travail. Et je me au moment que je parle avec eux, là, je parle avec eux, le travail démarrer déjà, le travail commencé déjà. Et bien, ça que le travail commencer, c'est parce que nous n'avons pas de titre de propriété. Il n'y a pas de titre de propriété, et il dit que les gens qui vendent pas de au papier. Eh bien, nous disons, si nous ne pouvons pas au papier, eh bien, il faut nous joindre une façon pour qu'il y ait un papier, parce que nous-mêmes, quand nous allons réhabiliter ou bien nous allons construire, il faut être sûr que les gens qui disent se bénéficier, après un certain temps, puis il y a l'autre pour nous venir dire, c'est pour lui. D'abord, il faut faire construction côté, premier bagage, vous devez connaître, est-ce que les gens qui ont bénéficié, est-ce que le titre de propriété est pour eux lié? Eh bien, moun yo pas de travail papier. Eh bien, l'on a rencontré avec le directeur général de GIA, qui t'a pas fait apprentissage pour moun yo. Eh bien, tu as 4 moun qui deviennent une proposition. Mais malgré moun ça va gen aucun papier en nan yo, apprentissage de GIA te prend nom yo, ap au téléphone yo pour inviter yo pour venir soumettre titre de propriété yo. Eh bien, entre-temps nous avant ce processus là, travail yo démarré déjà et ou kal visiter Pèlerin, travail yo démarré déjà. Mais concernant Madame Yéli Andrenet, qui dit que moi-même, directeur général là, te dit comme ça, n'a divisé li ensemble avec l'autre moun yo, ou bien te dit comme ça, si m'te mari, m'ta quitter rete dans Kaïsa, jamais pas j'aime dire comme ça. Madame ça c'est tractation la fait, c'est affaires politiques la fait. Moi te dit dans état Kaïli là, son Kaï qui te construit sans structure, colonio pas bon.
car ça représente un danger public. Les responsables du Collège Excelsior annoncent l'organisation samedi prochain de la 6e édition du programme annuel Idées et Projets. Idées et Projets consiste en l'exposition des projets interdisciplinaires des élèves de l'institution, selon Karine Emmanuel Sanon et Jean-Marie Clairvaux, deux responsables du Collège Excelsior. Écoutez leurs précisions. Le but de notre intervention aujourd'hui est de vous d'inviter le public en général à une activité qui se tiendra ce samedi 25 mai à partir de 10h jusqu'à 4h au Collège Excelsior. Une activité intitulée Idées et Projets. C'est la 6e édition. Donc, l'activité consiste en une exposition des projets des élèves de la terminale jusqu'au préscolaire, où les élèves sont appelés à partager avec la communauté, les parents et le public en général le fruit de leur travail. Donc, pourquoi des projets? C'est parce que les élèves ont l'opportunité de partir de problématiques liées aux problèmes de la vie courante afin d'explorer des solutions à partir de ressources qu'ils mobilisent dans leurs cours, dans d'autres sources également. Et également, ils espèrent, en réalisant ces projets, contribuer un peu à la réflexion sur des difficultés qui nous touchent tous, des difficultés en finance, en économie, des problèmes liés à l'environnement, etc. C'est tout simplement parce qu'on a constaté que les enfants, dans leur majorité, n'apprennent vraiment pas. Mais avec les projets de classe, j'allais dire l'approche par le développement des compétences dans sa totalité, et on a l'espoir qu'après l'école, l'élève pourra faire preuve qu'il a vraiment été à l'école pour apprendre. Et dans le cadre de cette activité qui est introduite au Collège Excelsior depuis quelques bonnes années, on a pu voir que les résultats sont là et clairs. On a pu identifier ça à l'étranger, on a identifié ça ici en Haïti. Au niveau de l'université d'État, par exemple, on a connu beaucoup de lauréats. On a envoyé des élèves et prendre part aux examens d'admission. Ils en sont sortis lauréats, tout au moins sur le plan scolaire. Et je suis sûr que sur le plan pratique, on va retrouver ces individus tout à fait fonctionnels. Jefferson Paulinis, Sephora Joseph et Maïva Philippe, 3 des élèves du collège, auront à présenter chacun son projet. Écoutez leurs précisions. Les gens se plaignent très souvent de ne pas avoir assez d'électricité, soit pour recharger leur téléphone, pour allumer des ampoules, etc. Donc, j'ai appris en classe que l'acide est un excellent conducteur d'électricité. Sans compter que l'acide est utilisé pour faire l'électrolyse. Donc, étant donné que le citron est très acide, j'ai pris un clou de cuivre et un clou de zinc. J'ai mis ça dans le citron. J'ai mesuré la tension avec un voltmètre. Et j'ai vu qu'il y avait une faible quantité d'électricité qui passait effectivement dans le citron. Alors, j'ai fait des recherches et j'ai appris que le dioxyde de manganèse est capable d'augmenter l'électricité qui circule dans le citron. Si on fait l'assemblage avec le dioxyde de manganèse, on peut augmenter le voltage pour atteindre au moins 5 ampères et ainsi on pourra recharger par exemple un téléphone portable ou alors allumer une ampoule. Mais nous avons préparé de nombreux projets, parmi lesquels une simulation de procès. Et ce projet est préparé par les élèves de la terminale. Et vous vous demandez sûrement pourquoi ce projet. Alors on a remarqué qu'en Haïti, la violence fait rage et que nombreux sont ceux qui pensent que la violence existe seulement sous une seule forme, donc physiquement. Nous, on s'est dit pourquoi ne pas faire un procès qui met en valeur ou qui révèle de préférence les faiblesses de la société, parmi lesquelles la violence. Donc nous, on parle d'une forme de violence bien spécifique, la violence physique, et on s'est accentué sur le viol. Et on sait que nombreuses sont les jeunes filles en Haïti qui se font violer. Et on s'est dit pourquoi ne pas dénoncer cette pratique et surtout apporter un message. À la fin de notre procès, justement, on va dévoiler ou encore on va livrer un message aux jeunes filles et on va dire que la violence est à condamner sur toutes ses formes. Une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.